Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La semaine dernière, le Canada français rapportait sur sa page frontispice qu'un projet de dôme gonflé est envisagé pour le stade Richard Lafontaine, un dôme qui serait donc au-dessus du stade. Et ça m'a interpellé parce que vous connaissez mon amour pour le sport. Donc, j'ai invité M. le maire Éric Latour pour venir nous parler de ce projet-là et aussi du projet de transport collectif qu'on va parler en deuxième partie d'entrevue. M. Latour, bonjour. Salutations. Donc, vous connaissez mon amour pour le sport. Oui. Ça m'a interpellé. C'est un projet qui a suscité d'ailleurs beaucoup de curiosité et d'intérêt de la part de la population. Ouais. Peut-être nous dire d'abord ce qu'est ce projet-là et d'où est venue l'idée d'analyser, parce que c'est vraiment exploratoire là, comme projet, mais d'examiner ce dôme-là pour le stade Richard Lafontaine. Je pense que d'abord, le bon mot, vous l'avez dit, c'est curiosité. On est au stade de la curiosité. J'aurais pu ne pas en parler, mais je trouvais quand même important de lancer l'idée. Et d'ailleurs, dans les derniers jours, plein de personnes nous ont interpellés en personne ou via, exemple, nos publications sur les réseaux sociaux. Des gens qui déjà avaient peut-être pensé à un projet. Bref, ça fait jaser. En fait, d'où ça part? Bien, je vais reculer même d'une année parce que durant la campagne électorale, il m'est arrivé, moi, à 3 occasions d'avoir été rencontré par des gens qui ont des idées, soit de dômes ou d'infrastructures sportives, que ce soit pour du basket, du pickleball, pour l'entraînement, du football durant l'hiver. Bref, mille et une idées. Puis on le sait, on a une bonne offre dans nos infras sportives, mais on a des infras qui, malheureusement, sont en décrépitude. Qui ont manqué d'amour, oui. Notamment le stade de baseball Richard Lafontaine qui fait pitié. Moi, je l'ai rebaptisé le stade de la pitié. Je veux dire, ça fait pitié. Puis quand j'ai regardé, exemple, les séries éliminatoires avec les Pirates, j'avais des amis qui étaient à Actonville, petite municipalité de quelques milliers d'habitants. On m'a envoyé des vidéos du stade. C'est un stade magnifique. C'est un peu gênant. Ouais. On est la ville de Claude Raymond. On est la ville de baseball. Bon. Fait qu'on a un enjeu parce qu'on a un stade visiblement qui fait pitié. Et là, quelqu'un nous soumet l'idée du dôme que je ne connaissais pas du tout. C'est même, en fait, plein de gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. Il y en a un, je pense, c'est à Longueuil. Il y a celui de Québec, qui, évidemment, qui est un peu plus connu au stade Canac, où jouent évidemment les capitales de Québec. On tient des académies l'hiver pour permettre aux joueurs de baseball de jouer au baseball 12 mois par année. Ouais. C'est sûr que la règle numéro 1 d'un projet comme celui-là, ça prend une surface synthétique. C'est quasiment plus cher le tapis que le dôme gonflable. On le sait quand il y a déjà eu des travaux il y a quelques années de drainage, mais même encore là, le monsieur qui s'occupe des Pirates me disait, M. Latour, quand il mouille beaucoup, c'est très long à drainer. Ouais. Bref, c'est pas optimal. Fait que c'est sûr que si on allait dans un projet comme ça, bien, ça prend évidemment un tapis synthétique. Puis après ça, il y a le fameux dôme qu'on gonfle et qu'on dégonfle selon la saison. Puis là, bien, à l'intérieur du dôme, bien, on peut jouer au baseball, à la balle molle, au flag, on peut entraîner le football, le soccer, le frisbee, ultimate. Bon. Et c'est pas une installation qui, à la fin, est extrêmement coûteuse. Parce que quand on regarde le tapis puis le dôme, on s'en sort dans quelque chose de quand même assez raisonnable. Et on comble surtout des besoins. Moi, je connais des gens de Saint-Jean qui doivent aller sur la Rive-Sud pour pratiquer certains sports, notamment dans le dôme de Longueuil, où, puis vous connaissez ça mieux que moi, mais je pense que le club de football, les Géants, s'entraînent à Varennes ou à Verchères, je ne sais pas trop, durant l'hiver parce qu'on n'a pas d'installation pour eux. Puis le stade du Pont-Fort, qui fait majoritairement du soccer. Oui, ils sont à pleine capacité. Ils sont à pleine capacité. Ouais. Donc, je me dis, voilà une idée. Est-ce qu'on va le faire? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'en ai parlé brièvement à mon équipe. J'ai dit, regardez, on va aller visiter le stade Canac le 26 février à Québec avec des gens qui ont de l'intérêt. Puis, tu sais, probablement que le modus operandi serait un modus un peu genre... tu sais, on regarde l'aréna Marcel Larocque à Iberville qui est géré par une corporation, un OSBL. Ben, tu sais, on pourrait avoir un OSBL qui gère ce dôme-là, dans laquelle la Ville est partenaire et dans laquelle aussi un privé est partenaire. Parce que je pense que, au-delà du fait qu'on a besoin de rénover le stade Richard Lafontaine et que l'arrivée du dôme nous permettrait de faire un tout, il reste que c'est un secteur, un site récréo-touristique qui est appelé à se moderniser. D'une part, vous savez qu'il y a le projet de glace réfrigérée recouverte. Parenthèse, mais on ne fait pas ça tant que la deuxième glace au Colisée Isabelle Brassard n'est pas faite. Exact. On ne veut pas de bris de service. Bon. Ça, c'est règle numéro 1. Mais il reste que si un jour, on a la fameuse glace réfrigérée, qu'on rénove le stade Richard Lafontaine et qu'on a un dôme durant l'hiver, et peut-être même qu'une ligue supérieure aurait de l'intérêt pour s'installer à Saint-Jean durant l'été. Ça change l'image du secteur. On démolit l'ancienne palestre où il y avait une piscine creusée.
jadis, il y a plusieurs décennies. Il y a évidemment le skatepark qui est juste à côté. Puis en arrière du vieil aréna, il y a l'usine d'ABB, dont les activités vont être rapatriées sur l'île Godette, où on pourrait y mettre du logement abordable si ABB un jour veut bien le vendre à quelqu'un. Mais je pense encore une fois que dès qu'on va parler d'infrastructures sportives aujourd'hui, il faut le voir en PPP, partenariat public-privé. Et ce projet de dôme-là s'inscrirait un peu dans cette mouture-là. Mais je vais aller voir ce que ça a de l'air. Puis après ça, on verra si financièrement c'est viable. Mais oui, ça a fait jaser. Tu sais, en politique, on appelle ça des fois des ballons d'essai. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça m'a amené plein de commentaires que je n'avais pas vu venir. Donc, le simple fait de lancer cette idée-là dans la sphère publique amène des questions puis des commentaires. Mais est-ce que vous avez lancé cette idée-là pour aller chercher une accessibilité, en fait, une reconnaissance dans la population, voir un peu si la population est en faveur ou en défaveur? On fait ça souvent? Oui, mais en même temps, si vous parlez à toutes les associations sportives, moi, dans la dernière année, je me suis fait accrocher par... Vous savez, premièrement, là, que la Ligue de baseball mineur à Saint-Jean est l'une des plus importantes, sinon la plus importante au Québec. Il y a un accroissement des inscriptions. On est une ville de baseball. On est une ville de baseball, plus de 30 d'augmentation depuis quelques années. Il y a les jeunes filles qui font de la balle molle aussi, qui vont jouer à Longueuil durant l'hiver. Comme je dis, les géants s'entraînent l'hiver à l'extérieur de la région. Fait que des besoins pour le sport, l'hiver, il y en a. Ça, c'est indéniable. Après ça, c'est à quel prix, puis comment on fait rouler ça. Oui, exactement. Mais ça m'amène aussi lorsque j'ai lu l'article, en fait, qui est un article beaucoup plus aussi sur les besoins sportifs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des plateaux, là on parle du stade Richard-Lafontaine qui a besoin d'amour, mais il y a d'autres plateaux sportifs aussi qui ont besoin de rénovation, besoin d'amour, en construire peut-être de nouvelles parce que, évidemment, comme il y a des gens qui vont s'entraîner à l'extérieur, c'est qu'il y a un manque ici. Donc, ce que je remarque, c'est qu'il y a de l'intérêt pour l'actuelle administration d'améliorer, si on veut, l'offre sportive à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis récemment, je me suis rendu à Delsun pour une présentation avec la ministre des Sports, Isabelle Charret, pour la présentation du PAFIRSPA. C'est un programme d'amélioration des infrasportives auquel le gouvernement donc, met des sous puis la Ville doit compléter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu la subvention de près de 6 millions pour la glace réfrigérée. Donc là, cette année, le programme revient à nouveau. Donc, nous, on va soumettre un projet, lequel je ne le sais pas encore, mais on va soumettre un projet. Je veux dire, il y a de l'argent sur la table, on va quand même tenter notre chance. Mais on l'a dit durant la campagne, je le dis encore aujourd'hui, je n'ai pas changé d'idée là-dessus. Nos infras sportives actuellement à Saint-Jean ont besoin d'amour. Puis, tu sais, il y a des villes, des fois plus petites que nous, là, qui ont des infras supérieures. Bon, des fois, la capacité financière, ça dépend toujours de la richesse foncière d'une ville. Là. Il y a des villes plus riches que nous. Mais je pense que c'est réellement un besoin. Mais un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce qu'on investit dans des infrastructures sportives. Et le débat n'est pas seulement à Saint-Jean. Lorsqu'on parle de construction de stade, par exemple, de nouvelle aréna, on dit tout le temps, bien là, si on investit dans le sport, on n'investit pas ailleurs. Mais c'est deux choses complètement différentes. On peut avoir une volonté d'investir dans le sport, mais d'investir ailleurs aussi. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire, nous, on met de l'argent juste en culture ou juste en sport ou juste en d'autres choses. Non, exact. Il y a une question d'équilibre. T'sais, oui, les gens me disent « Ouais, mais ça nous prendrait une piste cyclable ici. » Puis ça, oui, on peut faire deux choses. On peut faire les deux, oui, c'est ça. Exactement. Bon, on va passer à un autre dossier. Vous en aviez parlé ici, mais c'est revenu dans l'actualité à cause des problèmes du REM. C'est le retour de la fameuse... du service d'autobus, en fait, entre Saint-Jean et Montréal, avec une voie réservée sur le pont Champlain. Ça fait l'objet d'un reportage la semaine dernière à la télévision. On en a parlé également dans les journaux. Donc, vous êtes toujours en faveur. Et ça a été même un cri du cœur. M. Louis Lemieux était venu défendre sa position ici sur le plateau. Donc, le retour, en fait, du service d'autobus sur le pont Champlain. En fait, on l'a dit en campagne électorale. Ce qui est souhaitable, c'est de maintenir notre lien à Montréal, au centre-ville, et peut-être, oui, d'offrir quelques trajets vers le 10-30, parce qu'il y en a qui veulent aller au REM. Sauf que, et c'est là qu'il y a beaucoup d'enjeux, premièrement, la Ville, évidemment, avant mon arrivée, avait signé un contrat long terme. En fait, le plus gros contrat que la Ville de Saint-Jean a jamais signé avec Transdev. C'est une entente de 10-11 ans de 189 millions. Puis évidemment, cette entente-là prévoyait le raccordement au 10-30 et donc d'oublier la desserte du mille de la Gauchetière. Parce qu'en même temps, la RTM n'a
permis à la Ville à quelques reprises de repousser la date butoir, qui est maintenant le 1er mai. Donc, techniquement, si rien ne se passe, le 1er mai, on n'a plus de quai à Montréal et on est obligé d'envoyer les autobus au REM. Problème, le REM, pas fiable. Non, c'est ça. C'est pour ça que vous avez relancé le dossier. Il n'est pas fiable. Puis, ma collègue de Brossard, Doreen Assad, avec qui je dîne pas plus tard que demain après-midi, a donné une entrevue à l'Agacé au 98.5 et Doreen Assad dit la même chose que nous. Redonnez-nous la voie réservée du pont Champlain. Elle a 2 circuits d'autobus. Nous, c'est la 96. Et Doreen Assad, ce qu'elle dit, puis je dis la même chose, il ne faut pas voir la voie réservée comme étant une compétition au REM, mais bien comme un service complémentaire au REM. Tu sais, là, nous, on essaie de faire repousser à nouveau la date. Là, c'est le 1er mai. Puis même, honnêtement, ce serait idéalement le 1er juillet parce que c'est plus facile de faire ce genre de changement-là durant l'été. Bon. Idéalement, repousser la date. Après ça, est-ce qu'on pourrait avoir un quai privé à Montréal? Oui, pour remplacer le 1000, mais ça va nous coûter des sous. Parce que là, parce que même si on rétablissait le service, il n'y a plus de kit de débarquement là, à Montréal. Donc là, ça nous prend un quai privé à Montréal qu'on pourrait avoir juste à côté du 1000 de la Gauchetière, mais ça coûte des sous de plus. Il y aurait des pénalités au contrat avec Transdev. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que depuis la pandémie, là, si on remonte au chiffre de 2019, qui était l'année référence avec aujourd'hui, la baisse de fréquentation de la clientèle de la 96, c'est 58 moins d'usagers. C'est environ 800 passagers par jour. Combien ça coûte? Puis ça, c'est important de le maîtriser puis de le comprendre. La 96 vers Montréal, ça coûte 6 millions par année. Il y en a 2 payés par l'usager, 4 payés par la Ville. Donc, nos taxes, à vous et moi, 4 millions par année pour 800 personnes qui font Saint-Jean-Montréal. Mais en même temps, si j'avais, par exemple, un enfant à l'université qui habite chez moi, là, je veux qu'il y ait un autobus à Montréal. C'est clair. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne fera plus de lien vers Montréal ou vers le REM. L'idée, c'est pas ça, mais c'est de comprendre qu'actuellement, la donnée mathématique fait extrêmement mal. La plupart des municipalités qui sont dans la CMM, ce qui n'est pas notre cas, ont un droit de taxer les droits d'immatriculation. Est-ce qu'on va devoir aller là? Je ne suis pas sûr qu'on va se faire des amis, tu comprends? Oui. Mais à un certain moment, il va y avoir un choix politique à faire sur comment on finance le transport collectif. Qu'est-ce qu'on met comme solution? Une solution 100 10-30, 100 Montréal avec ou sans voie réservée, ou une solution hybride? Mais dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, quand je suis sorti de mon meeting la première fois, c'est un dossier que moi j'appelle, c'est un lose-lose. Parce qu'on est perdant des deux côtés. Puis c'est ce que j'ai dit dans mon entrevue à LCN il n'y a pas longtemps. Avant, nous, là, à Saint-Jean, on avait un service d'autobus, des autobus voyageurs, 40 minutes du terminus jusqu'au 1000 de la Gauchetière, avec la voie réservée du pont Champlain. Le rapport qualité-prix et durée du trajet et qualité du transport était optimal. Puis là où moi j'ai un enjeu, c'est que normalement, dans la vie d'une société, quand on met en place un nouveau service, c'est pour améliorer. Là, le gouvernement nous a imposé un nouveau service qui ne vient pas améliorer ce que les citoyens de Saint-Jean avaient comme transport parce qu'on nous enlève la voie réservée, on va nous enlever le quai à Montréal, on nous oblige de nous brancher au REM, qui, by the way, n'est pas fiable, puis ça va coûter plus cher. Ouais. J'appelle ça un lose-lose, là. Et là, ce qui n'aidera pas la situation, c'est que Québec se désengage de plus en plus du transport collectif. Il y aura un changement de gouvernement. Donc, pour l'instant, on peut dire que c'est sur la glace parce que le gouvernement actuel ne prendra pas ce genre de décision-là tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un nouveau premier ministre et ça va peut-être amener à une élection. Donc ce dossier-là, actuellement, c'est pas demain matin que ça va se régler à cause des conditions actuelles. Puis, il y a le moyen-long terme là-dedans parce que je pense qu'à la base, il faut revenir à ce que la CAQ avait promis en 2018, le prolongement du REM à Chambly. Ils ont retiré leur promesse en même temps que le fameux ou le damné troisième lien à Québec, où ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Mais moi, je l'ai dit, je le redis, tous les chefs de parti, là, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville, après ça, Charles Milliard puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut que les dirigeants de nos partis politiques provinciaux se commettent à nouveau sur le prolongement du REM à Chambly. Mais même si demain matin, ils nous disaient qu'ils sont d'accord, ça ne se fera pas avant 10 ans. Ouais. Fait que pendant 10 ans, on fait quoi? On envoie notre monde au REM qui n'est pas fiable ou on essaie de réobtenir la voie réservée du pont Champlain à juste prix? Il va être là l'enjeu. Maintenant, est-ce que le gouvernement va nous le permettre? On verra. T'sais, on fait des représentations en ce moment en ce sens.
Mais bon, puis j'étais à Québec mardi dernier, j'ai fait un aller-retour, puis j'ai rencontré certaines personnes, disons, d'influence dans ce dossier-là. Et c'est le message qu'on porte. C'est le message que Doreen Assad de Brossard porte. C'est le message que je porte. Est-ce que le message va être entendu? On verra dans les prochaines semaines. Là, on a un nouveau ministre responsable à Montérégie, M. Jean-François Roberge, que je reçois la semaine prochaine. Il est député de Chambly. Que j'ai croisé mardi passé à Québec. Voilà. Il est député de Chambly, donc c'est un dossier qui devrait l'interpeller. Donc, est-ce que vous lui en avez parlé? J'en ai déjà parlé, il le sait très bien. Et vous pourrez peut-être même lui poser la question, pourrez lui demander, M. Roberge, êtes-vous favorable à ce qu'on remette la voie réservée du pont Champlain? Allez-vous faire des pressions auprès de votre collègue Jonathan Julien? Êtes-vous favorable à ce que la CAQ revienne sur sa promesse Parce que Chambly a le même problème, là. Ah oui. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, la Caisse de dépôt, le CPDQ Infra, tu sais, c'est qu'eux autres, dans le fond, là, ils voulaient faire un tracé entre Brossard et Chambly en mettant une coupe de terminus, puis faire des développements commerciaux. Nous, c'est pas ça. C'est pour faire de l'argent. On n'a pas besoin d'un terminal au viaduc de la rivière L'Acadie. Il n'y a personne qui reste là ben. Il n'y a pas assez de monde. Là. Ça prend un seul terminus au 1035, où il y a des terrains du ministère des Transports du temps de l'ancien payage. Exact. Puis moi, je ne veux pas qu'ils fassent un développement commercial ou industriel ou immobilier. Je veux juste qu'ils nous fassent un terminus avec un stationnement où les gens de Saint-Jean pourront aller se connecter au REM à Chambly. Et ça va servir Saint-Jean, Chambly, Granby-Bromont. Il y a beaucoup plus de monde à desservir dans ce corridor-là que du côté de Deux-Montagnes, où pourtant on vient d'inaugurer une belle antenne du REM pour 125 000 personnes. Voilà. On va suivre ces deux dossiers-là de près, M. Latour. Merci beaucoup d'avoir pris 20 minutes de votre agenda très chargé pour venir nous en parler. Merci beaucoup. On vient après la pause. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Le 14 mai prochain se tiendra le gala Les Exceptionnels. C'est organisé par Coffre. Ce sera au domaine Trinité. Pour nous en parler, on a Mme Claudia Bédard, qui est la directrice générale du quartier de l'emploi, qui chapeaute notamment l'organisme Coffre. Mme Bédard, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de ce gala, donc, Les Exceptionnels, là, vraiment ciblé sur des métiers particuliers là, pratiqués par les femmes. Absolument. Donc, le 14 mai prochain aura lieu le gala Les Exceptionnels. En fait, l'objectif du gala, c'est vraiment de souligner, de mettre en lumière des parcours de femmes qui exercent des métiers non traditionnels, où on retrouve moins de 33 % de femmes dans des secteurs d'activité. Bon, qui sont souvent pratiqués par les hommes. Peut-être nous donner des exemples de métiers, justement, qu'on veut valoriser par ce gala-là. Oui, absolument. Bien, il y a plusieurs métiers. Tu sais, on va penser mécanicienne, on va penser dessinatrice industrielle, où, tu sais, c'est pas du tout physique, ou dans un métier où on travaille physiquement, si on veut. Tout ce qui est ingénieur, soudeur, machinistes aussi également. C'est des métiers qui sont en demande aussi dans notre secteur. Puis, qu'il y a de plus en plus de femmes qui exercent également ces métiers. Pourquoi c'est important de mettre ça en valeur dans un gala? Oui. Bien, en fait, c'est d'offrir aux femmes des métiers de réussite, des modèles de réussite, si on veut. On le sait encore, en 2026, les femmes se retrouvent souvent dans les mêmes secteurs d'activité, dû au modèle qu'on a. Wow. Puis c'est sûr, c'est des intérêts aussi. Mais les métiers qu'on ne connaît pas, on est peu enclin à aller vers ces métiers-là. Donc, le gala permet, à travers des chroniques qu'on a avant le gala, où on présente nos candidates là, avec le Canada français. Donc, les femmes peuvent découvrir
découvrir certains métiers. Puis si elles viennent, les gens se présentent au gala, bien là, il y a une petite vidéo qui permet vraiment de voir c'est quoi une journée type dans tel ou tel métier. Ouais. Donc, ça permet vraiment d'avoir une idée. Puis aussi, quelquefois, les métiers sont mieux rémunérés que des métiers traditionnellement femmes. Donc, l'objectif du coffre est aussi d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes. Donc, ça leur permet de voir des nouvelles avenues. Ouais. Là. Donc, vous avez parlé que c'était à peu près 33 des femmes qui pratiquent ce genre de métier-là. Ouais. Oui, et moins, c'est ça. Nous, c'est notre stat, si on veut, quand on veut aller faire la distinction. Mais est-ce qu'il y en a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers ce genre de métier-là? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une avancée là, au niveau de la présence des femmes, mais on n'est pas à l'équité, on n'est pas vraiment pas, mais ça monte tranquillement. Mais il reste encore un grand écart là, entre les hommes et les femmes dans les métiers que j'ai nommés principalement. Ouais. Comment ça va se dérouler, donc, le gala, le 14 mai? Bien là, présentement, on est dans la période de mise en candidature jusqu'au 1er mars. Donc, les femmes peuvent aller sur coffre.ca/gala. C'est un petit document à remplir. C'est pas très long. Là. Elles doivent aussi faire parvenir le CV. Donc, on est vraiment dans la période de mise en candidature. Nous avons 3 bourses qui est offerte là, lors du gala. Donc, une bourse vote du jury, vote du public, excusez. Donc, à partir du 27 mai jusqu'au 27 avril jusqu'au 3 mai, les gens pourront voter en ligne là, pour leur candidate favorite. Et il y a la bourse aussi Sentinelle pour les femmes qui exercent un métier là, depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est un jury qui va déterminer la gagnante. Et il y a la bourse Émergence pour les étudiantes qui sont dans des secteurs à prévalence masculine également. Donc, c'est 3 bourses de 1 000 $. Bon. Qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les raisons qui pourraient pousser quelqu'un, par exemple, à poser sa candidature ou à inciter quelqu'un à poser sa candidature pour le gala? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, il y a des entreprises aussi qui ont des femmes à leur emploi. Puis souvent, ils vont vouloir mettre en lumière le parcours des femmes. Parce que souvent, on est mal placé pour se valoriser nous-mêmes, hein, c'est ça? Puis les femmes sont très humbles. Hein. Souvent, elles vont dire, mais je fais pas un métier exceptionnel, je fais ce que j'aime. Donc, juste de porter cette voix-là à travers leur parcours, leur dossier de candidature, de dire, bien, moi, j'ai choisi de faire ce que j'aimais, ce qui me passionnait, dans quoi j'avais de l'intérêt. Juste d'avoir ce discours-là auprès des autres femmes, bien, je trouve que c'est un plus, être un porte-parole si on veut. Puis aussi, une certaine valorisation de ses pairs, de faire une rétro en écrivant son dossier, bien, ça permet de voir tout le parcours parcouru aussi pour les femmes. Fait que c'est un plus. C'est sûr qu'il y a la bourse aussi, puis la reconnaissance de ses pairs, parce que souvent, lors du gala, on a des collègues, on a l'employeur qui est présent, la famille. Donc, c'est une belle reconnaissance aussi là, de la part des pairs. Bon. Vous travaillez donc auprès de ces femmes-là. Est-ce que ce sont les femmes qui recherchent ce genre d'emploi ou les employeurs qui vont demander ce genre de travailleuses-là, par exemple? Bien, c'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, on ouvre à la diversité. Donc, il y a de plus en plus d'employeurs qui sont intéressés à embaucher des femmes. Nous, c'est sûr qu'on fait la promotion. On veut faire découvrir un maximum de métiers aux femmes qui viennent au coffre, mais il y a aussi un avantage, plusieurs avantages au niveau de la mixité dans les équipes de travail, où on va avoir une complicité au niveau des compétences, une complémentarité, des fois dans l'actualisation des méthodes de travail. Bien, ça permet d'avoir moins de charges physiques parce qu'on change nos méthodes de travail. Puis c'est un avantage pour tout le monde, au niveau de la diminution des accidents de travail, des maladies professionnelles. Donc, il y a plusieurs avantages aussi là, à embaucher des femmes, puis à changer quelquefois, nos façons de travailler. Oui. Donc, j'imagine que c'est dans les services que vous offrez, là, par exemple, si vous savez qu'un tel secteur a besoin de main-d'œuvre et qu'une femme est intéressée à y travailler, vous allez les encadrer, vous allez les diriger pour que ces personnes-là reçoivent les meilleurs outils possibles. Oui, bien, nous, on a des collègues qui travaillent vraiment son liaison avec les entreprises, donc on connaît les besoins de main-d'œuvre. C'est sûr, quand on accompagne une femme au coffre, on va aller selon ses intérêts.
Puis s'il y a possibilité de faire un pairage, bien là, c'est clair qu'on va présenter la candidature de la femme en montrant ses capacités, ses compétences acquises ou si elle a un parcours professionnel ou scolaire. C'est sûr qu'on va faire l'arrimage. Mais on essaie aussi de faire valoir les emplois en demande dans notre région auprès de autant les femmes que nos chercheurs d'emploi, puis ceux qui font des démarches d'orientation, parce que souvent, on recherche aussi un métier qui va nous apporter une sécurité d'emploi, une possibilité d'emploi à long terme et un emploi stable également. C'est ça. Parce que là, on va élargir ça. Là, depuis le début de l'entrevue, on parle vraiment d'emplois ciblés généralement pour les hommes. Mais évidemment, le COF va aider toutes les femmes qui sont à la recherche d'emploi, peu importe le domaine qu'elles recherchent. Oui, absolument. C'est sûr qu'on a des programmes spécifiques pour l'exploration des métiers non traditionnels, qu'on peut dire, mais aussi on a des services pour les femmes qui désirent faire une démarche d'orientation, qui n'ont pas nécessairement l'intérêt d'aller vers les métiers non traditionnels, mais certaines femmes ont été absentes du marché du travail pour les enfants, pour être aidantes naturelles, peu importe. Donc, des fois, il y a comme un décalage, un an, 2 ans, où les femmes n'ont pas été actives sur le marché du travail. Donc, des fois, c'est la confiance en nos compétences où on oublie, on se dit, bien, j'ai plus rien à offrir, je suis plus actuelle au niveau du marché du travail. Donc, la démarche leur permet... Juste rafraîchir nos connaissances et nos habilités, c'est ça. Parce qu'il y a différentes formations d'appoint qu'on peut offrir aussi via nos services qui permettent de rehausser les compétences des femmes, puis des fois de leur donner un coup de pouce au niveau de la confiance. Parce que tu peux avoir été 1 an à la maison, mais c'est pas vrai que tu n'as pas développé nécessairement des compétences qui peuvent être utiles sur le marché du travail. Bon. Pour revenir au gala, évidemment, vous avez sans doute des réactions des lauréats ou même des finalistes à l'issue des galas. J'imagine que pour ces femmes-là, c'est une vitrine extraordinaire sur ce qu'elles font au quotidien. Absolument. Souvent, sont premièrement très émues de recevoir le prix, puis d'être un modèle pour leurs enfants, d'être des pionnières aussi, d'avoir ouvert des portes. Ça, c'est très fort. Puis souvent, elles veulent s'impliquer par la suite. On a un balado, les ailes des métiers non traditionnels. Fait que souvent, elles veulent s'impliquer pour continuer à faire valoir un peu leur parcours pour être des modèles pour les femmes. Bon, on va rappeler donc le gala, c'est le 14 mai, mais il y a la période d'inscription donc qui précède tout ça, là. Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire, aller voir sur cof.ca/gala pour l'inscription. Mme Bédard, merci beaucoup d'être venue nous en parler et puis bon gala pour le 14 mai. Merci bien. Ça termine cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.